C'est en 1905 qu'est paru l'ouvrage Trois essais sur la théorie sexuelle. Et dans cet ouvrage, et plus particulièrement dans le deuxième essai, qui est consacré aux manifestations de la sexualité infantile, une place est faite au suçotement. Et pour Freud, le suçotement, c'est l'image même de la poussée orale. Il s'agit, selon lui, d'une répétition rythmique avec la bouche, d'un contact de succion dont toute finalité alimentaire est exclue. Alors évidemment, à une époque où l'on ne parle plus que de troubles des conduites, et notamment des conduites alimentaires, on pourrait être tenté de s'intéresser aux soi-disant influences comportementalistes. Il est certainement plus intéressant de se pencher sur autre chose. En effet, nous ne sommes pas là, à l'évidence, dans le registre des comportements finalisés, mais dans le registre de la répétition. Une répétition proprement hallucinatoire d'un contact qui a profondément marqué le champ de la satisfaction du sujet. Alors que nous dit Freud? Il nous dit qu'il n'est pas rare que la friction de certaines parties sensibles du corps se combine avec cette succion voluptueuse. Et beaucoup d'enfants passent d'ailleurs par cette voie du suçotement à la masturbation. Eh bien, en psychanalyse, il est important de se demander de quel corps nous parlons. Parce que la psychanalyse ne s'appuie pas sur l'anatomie. Elle nous parle d'un autre lieu du corps, presque d'une autre scène, comme on dit, une scène invisible sur laquelle viennent s'inscrire les traces indélébiles des toutes premières expériences de jouissance. J'ai dit la jouissance. Il faut se souvenir que Freud, dans la plupart de ses écrits, sinon la totalité, évoque toujours les notions de plaisir et de déplaisir. Et la jouissance c'est pratique parce que c'est comme une pièce de monnaie. D'un côté le plaisir, de l'autre le déplaisir, autrement dit le top du top de l'ambivalence. Eh bien, cet autre lieu, cette autre scène du corps, il faut l'entendre, n'est-ce pas? Il faut aller chercher derrière les mots, derrière les demandes initiales, derrière les symptômes d'une banalité à pleurer. Il faut en fait s'affranchir des objets de la pulsion et ne s'intéresser qu'à la pulsion, seulement à elle. La pulsion, elle cherche. Voilà, la pulsion, elle erre, elle voyage, elle saute sur tout ce qui bouge, mais elle ne trouve pas ce qu'elle cherche. Faute de grive, comme on dit, elle se contente de merle. Et la clinique des troubles, aujourd'hui, aveuglée par l'éclat des merles, eh bien, se fait avoir. Freud le dit d'une façon bien particulière. Il est probable que la pulsion sexuelle est d'abord indépendante de son objet. Alors, c'est quoi la pulsion? Eh bien, quand on entend le mot pulsion, on entend que ça pousse de l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on en voit finalement de cette poussée? Qu'est-ce qu'on en voit de cette pulsion? On en voit seulement la manifestation, c'est-à-dire la façon dont elle se jette sur l'alcool, sur la nourriture ou sur ce que vous voulez, sur n'importe quel produit. Et aux obsessionnels de la clinique des troubles, on a envie de dire mais arrêtez, ça ne sert strictement à rien de vous occuper de l'objet de la pulsion. Parce que
Si vous le faites disparaître, la pulsion cherchera un autre objet. Et en matière de pulsion orale, le but, c'est d'incorporer. Donc si on m'enlève ce que j'incorpore, forcément je trouverai un autre objet à incorporer. Ma quête ne va pas s'arrêter, elle ne pourra pas s'achever, elle ne sera jamais satisfaite, parce qu'elle est impossible à satisfaire. Elle est la quête d'un plaisir déjà vécu, et dont le souvenir revient et revient encore et encore. La quête, finalement, la quête du paradis perdu. Une remémoration stérile. Est-ce que vous voyez le piège? Vous vous attaquez à un objet que vous croyez voir alors que vous ne voyez finalement qu'un hologramme. Vous n'avez affaire qu'à des traces, à des empreintes, à des photos couleur sépia. La réalité n'est qu'une réalité psychique. C'est un univers de représentation qui provoque des décharges électriques, des excitations venant toujours de l'intérieur. C'est ça l'univers de la névrose. Alors inutile d'aller chercher un événement ou un objet issu de la réalité extérieure. Le trauma, n'importe quel trauma, n'a pas besoin d'être réel. Et un trauma qui n'a pas besoin d'un support réel, ça s'appelle un fantasme. Et c'est le moment d'évoquer cet instant particulier où Freud, assis au bord du lac Trasimène en Italie, écrit à son ami Fliss qu'il ne croit plus à sa neurotica. C'est le passage de la théorie de la séduction à la théorie du fantasme. Mais revenons à la pulsion. Dans les 3 essais sur la théorie sexuelle, Freud insiste sur le fait que la première, la plus fondamentale, la plus vitale des activités de l'enfant, c'est la tétée du sein maternel. Et il souligne que l'enfant se familiarise avec ce plaisir. Les lèvres de l'enfant tiennent le rôle d'une zone érogène et la stimulation réalisée par l'afflux du lait chaud est proprement la cause de la sensation de plaisir. Alors on comprend qu'au début, la satisfaction de la zone érogène est associée à la satisfaction du besoin alimentaire. C'est le fameux concept d'étayage, c'est-à-dire le fait que les pulsions sexuelles s'appuient originellement sur les pulsions de conservation. Et puis, écrit Freud, le besoin de répétition se sépare du besoin de nutrition. Se sépare, c'est ça qu'il faut entendre. C'est-à-dire qu'il y a ce passage indispensable par la séparation. La perte d'un lien est véritablement constitutive du sujet. Parce que c'est par la privation qu'un individu est véritablement humanisé. Alors l'enfant investit son pouce. C'est-à-dire que pour la succion, il ne se sert pas d'un objet extérieur, d'un objet étranger. Il fait le choix d'un endroit de son propre épiderme. Seulement, que se passe-t-il lorsque intervient le refoulement? Eh bien, quand le refoulement se manifeste, Freud nous invite à entrer dans l'univers de la psychopathologie et il évoque le dégoût que ressentira alors le sujet pour la nourriture, les vomissements hystériques qu'il produira. Parce que, en vertu de la double signification de la zone labiale, eh bien le refoulement se portera sur la pulsion alimentaire. Un grand nombre de mes patientes, dit-il, sont affectées de troubles de l'alimentation, de globus hystériques,
de sensations d'étranglement et d'étouffement, de vomissement. Toutes ces patientes ont été d'énergiques suçoteuses pendant leur enfance. Alors pour conclure, disons que si le but de la pulsion orale consiste à incorporer, eh bien le destin normal, dirons-nous, d'une pulsion, c'est de rencontrer la castration. C'est par cette rencontre avec la castration qu'elle parvient à emprunter la voie de la sublimation. Et alors seulement le sujet sera capable de différencier les objets internes des objets externes et de se tourner vers les objets externes. Bien entendu, cette distinction sera toujours singulière. Elle sera toujours différente d'un sujet à l'autre. Parce que chez un être humain, la séparation n'est jamais réussie. Ou en tout cas, jamais complètement réussie, jamais complètement achevée, dirons-nous. Le risque existe donc bel et bien d'un retour. Un retour sauvage d'une satisfaction hallucinatoire chez la plupart d'entre nous. Il existe autour de nous une telle abondance de produits destinés à être incorporés que c'est forcément le produit qui est ciblé, aussi bien par le sujet qui s'y soumettra que par le praticien auquel il sera demandé d'affranchir la personne. Autant dire que l'illusion se poursuit de part et d'autre.